Salut à tous, on est là au rendez-vous en direct, il y a déjà plein de monde et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Sophie, docteur Sophie Mingui, Merci Sophie d'être avec nous. Bah, merci Alain, merci pour ce rendez-vous. Bon, Voilà, on essaye d'animer un petit peu cette période avec des rendez-vous virtuels, alors on n'est pas les seuls, tout le monde s'y met de son Zoom et de sa conférence et de son streaming. ouais, Mais c'est bien parce que d'abord, on n'est plus dans la possibilité d'organiser des rencontres physiques, donc on a trouvé un petit peu cette alternative. Ça nous permet de rester connectés, ça nous permet d'offrir un peu des choses gratuites, ça change aussi. c'est vrai. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la situation ensemble, et puis on va parler un peu de médecine, parce que c'est ton domaine, ta spécialité. Sophie, pour commencer, je voulais que tu nous rappelles un petit peu ton parcours qui est assez atypique et qui est assez intéressant pour ceux qui te connaissent pas forcément super bien dans la communauté qui nous suit. D'accord, ok, bah merci, merci aussi à peut-être à chacun qui est derrière son écran. Donc effectivement, bah, comme tu l'as précisé, moi j'ai fait des études de médecine, j'ai exercé comme médecin urgentiste pendant un certain temps, plus d'une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, ça dépend comment on compte. Voilà, j'étais et je suis toujours passionnée vraiment complètement de cet art médical, du soin, de l'intelligence que ça retranscrit et de l'étude en fait de l'intelligence du vivant qui est véhiculée à travers la médecine, parce que Dieu sait qu'il y en a. Et puis, bah, j'ai eu, comme on en a tous, un imprévu, on va dire, c'est que mon état de santé s'est dégradé au point que je ne puisse plus exercer d'une part, mais en plus, je me retrouve complètement en situation de handicap voilà, complète, puisque je ne pouvais plus assumer même ma vie quotidienne et faire les gestes simples. Donc je suis restée très longtemps quasiment complètement alitée, avec des aides. Et j'ai bien sûr été amenée à chercher des solutions. Alors d'abord dans mon domaine de compétences et puis dans celle de mes confrères. Je me suis beaucoup tournée vers les compléments et les études que je ne connaissais pas encore sur la douleur, sur certaines choses et puis sur certains traitements aussi. Mais je n'ai pas du tout eu de succès, on va dire. Et c'est vrai que la spécialité médicale telle qu'elle existe, en tout cas en France, ne m'a absolument pas donné ni de réponse, ni de soulagement, ni de solution. Je dirais presque, j'oserais même dire, en tout cas dans mon cas, et je ne dis pas du tout que ce soit une généralité, mais dans mon cas, c'était même plutôt pire. Et plus je me traitais, et plus je m'enfonçais, jusqu'à être finalement, après un chat, une toxicomane, complètement déshabitée d'elle-même, et qui subissait une espèce d'existence qui n'en était pas une. Donc il y a forcément un moment où la vie vous accule à un certain mur qui vous ouvre de force s'il est trop fermé l'esprit. Et à ce moment-là, quand on est prêt, ben, se présentent d'autres possibilités, d'autres inspirations, ce qui bien sûr a été mon cas. Et j'ai pu rencontrer, en fait, au départ, une autre forme d'expérience de la pensée, de la vie, de l'inspiration, de la solution, de l'esprit. Et puis l'expérimenter vraiment, puisque finalement, j'avais que cette solution et puis j'avais même presque que ça à faire, vu que j'étais chez moi au lit et dans le silence. Donc c'était vraiment la seule vraie activité qui m'était proposée. Et là, les expériences ont été très très différentes de ce que je connaissais jusqu'à présent. La connaissance aussi, les liens aussi. Et je me suis tournée vraiment beaucoup plus. J'ai refait presque des études, je dirais, et je continue de les faire d'ailleurs, et je continue de me former et de structurer peut-être un peu, mais surtout me laisser structurer, on va dire, par cet aspect-là de la vie qui n'est pas du tout mis en valeur ni enseigné dans nos sociétés en tout cas. Voilà. On parlera un petit peu plus tard de ton approche justement de la médecine. On s'était rencontrés il y a 2 mois de cela, oui, il y a 3 mois, ça passe vite pour parler des médecines ancestrales. On y viendra. Tout d'abord, je voulais te demander un petit peu comment ça va, comment tu vis cette période, comment ça se passe, dans quelles conditions,
dans quel état d'esprit? Eh ben, écoute, pour moi, c'est assez marrant parce que en fait, je suis, un petit peu dans le même cas de figure que ce que j'ai pu vivre pendant plusieurs années, hein, puisque je suis confinée chez moi comme j'ai pu l'être pendant plusieurs années. Ah oui? Je revis en fait un peu, les mêmes circonstances, les mêmes, voilà, parce que pour préciser, donc même si, j'ai repris un poste à l'hôpital, et que j'ai été mobilisée par le plan blanc de mon hôpital. Comme je m'étais mise en retrait du soin et qu'ils n'ont pas eu besoin de mon concours, je n'ai pas été amenée à aller à l'hôpital pour donner du soin et participer sur le plan médical à cet événement du Covid. Donc moi, je suis plutôt, comme tout à chacun, en confinement et je revis, mais d'une façon évidemment extrêmement différente et très très intéressante et je dois dire complètement passionnante cet état qui était le mien et qui est, ce qui m'amuse assez, je dois dire, celui de tout le monde maintenant, puisqu'on partage tous cet état de cloisonnement qui est à la fois, on pourrait croire contraignant et en même temps une liberté, puisque ben, à force d'être cloisonné par l'extérieur, on va forcément trouver à s'explorer de l'intérieur. Quoi. Donc voilà, je le revis, mais avec beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de doutes, beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup plus de légèreté et beaucoup de curiosité, surtout. Beaucoup d'observation et de curiosité. On parle souvent dans toutes les conversations qu'on a sur les lives et même ailleurs, on parle souvent de cette opportunité d'effectuer une exploration nouvelle, un recentrage, un redémarrage, un restart, en faisant attention à chaque fois de penser à tous ceux qui n'ont pas cette opportunité et qui sont dans des conditions de confinement pas forcément idéales, ou qui travaillent encore plus que d'habitude, ou qui sont en train de soigner les autres pour nous. Mais à part cela, beaucoup de gens sont dans notre situation et profitent de cette période pour effectuer ce que j'avais nommé un retour vers soi, une sorte de recentrage. Tu vois ça aussi comme Oui, un oui, moment oui. différent? Peut-être que le petit bémol ou le petit complément que j'ajouterais, c'est que en fait, moi, je crois que c'est une opportunité pour tous, même pour ceux qui vivent des confinements qui sont probablement rugueux, difficiles, laborieux, exigeants et même douloureux. C'est une opportunité pour ceux aussi qui sont dans les hôpitaux et au lit des malades et dans des situations qui sont plus ou moins confortables. Et je le dis euh, même si j'ai conscience que ça peut peut-être un peu heurter la sensibilité de chacun, mais je le dis et je me permets de le dire parce que passer 3 ans dans un lit, ça a été pour moi une opportunité extraordinaire. Et Dieu sait que ça a été quelque chose de vraiment éprouvant. Et je crois que une des tragédies de notre condition d'humain, c'est de penser systématiquement que l'opportunité se fait dans le confort. Alors on sait tous que c'est pas vrai parce qu'on sait tous que quand on vit des moments extrêmement sollicitants, éprouvants, on en sort transformé, grandi, en tout cas différent. Parce que parfois on en sort aussi peut-être trop éprouvé pour trouver sa résilience, mais c'est toujours une opportunité de trouver cette résilience. Je ne dis pas qu'elle est toujours accessible ou simple ou immédiate, mais l'opportunité en elle-même, elle est pour moi toujours réelle. Et si on pouvait peut-être se départir de cette idée que l'opportunité se fait dans certaines conditions et pas dans d'autres, on respirerait déjà peut-être, quelle que soit la situation, tous un peu mieux. Voilà. Alors évidemment, sur le moment, c'est extrêmement difficile à concevoir. Et c'est pas peut-être comme ça qu'on peut le concevoir. Mais a posteriori, je crois que c'est bien de le redire parce que on a une certaine perception et vision de la vie qui exclut ce qui est difficile comme presque en le mettant dans la case de l'erreur. Et ça n'en est pas. Et je crois que ça n'en est jamais. Et même si c'est encore une fois parfois d'une difficulté extrême. De toute façon, on sait très bien que c'est dans ces moments les plus difficiles que naissent des formes d'éveil, entre guillemets, de réveil ou moins de prise de conscience d'une réalité un peu différente. Et ça se fait pas dans le confort, c'est certain. Mais c'est vrai que là, il y a une sorte d'inconnu, une sorte de situation inédite qui secoue pas mal de gens et qui, je pense, incite à une,
nouvelle vision, une nouvelle réflexion sur son état d'être, sur son état matériel et spirituel et psychique et physique. J'ai envie de te citer un extrait d'un très beau texte que tu as écrit il y a quelques jours. Tu vois, j'ai travaillé, hein, j'ai préparé. Wow. Euh, Où tu disais la vie a introduit un mystère qui se joue de l'addiction humaine à avoir raison. Elle a semé un brouilleur de certitude. En plus de nous arrêter, elle tente de nous clouer le bec. Alors n'en doutons pas, nous serrons en suspens le temps qu'il faudra. Nous serons en suspens le temps qu'il faudra, celui de l'acquisition d'une solide humilité collective. Ouais, bah écoute, je te remercie en fait de reprendre ce passage parce que c'est quelque chose qui me plaît infiniment dans la période qu'on est en train de vivre. C'est de constater à quel point, exceptionnellement, comme jamais, la vie nous propose une situation sur laquelle, à travers laquelle on ne peut s'appuyer sur rien. C'est-à-dire que les informations qui sont à disposition sont extrêmement contradictoires. Les émotions que l'on traverse sont extrêmement paradoxales. On est aussi inquiet que ce que l'on est parfois pour certains, mais assez nombreux finalement, contents d'être mis au repos forcé, d'avoir un mode de vie qui s'impose dans sa différence. Et dans l'ensemble, c'est comme si tous nos schémas qui s'étaient vraiment, qu'on a bien entraînés à figer, se retrouvent complètement bouleversés par une situation qui est une situation extérieure qui n'est pas choisie et dans laquelle on évolue. Et je suis vraiment fascinée en fait de voir à quel point cette distribution de cartes correspond à nos états intérieurs. Et je suis fascinée de voir à quel point chacun va trouver dans l'interprétation de ce qui se joue exactement le reflet de ce qu'il est. Et donc, c'est pour moi vraiment une période dans laquelle on ne fait rien d'autre que de se laisser enseigner par la vie et par ce qui nous traverse. On ne peut pas... on a une obligation de sortie du contrôle, en fait. Et même, on a une obligation de sortie du contrôle de sa pensée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rarissime. Ne plus pouvoir investir sa pensée, son monde mental comme étant la vérité, c'est exceptionnel. On est éduqué à penser que nos représentations mentales sont le synonyme de la vérité. Et c'est pour ça qu'on a autant d'avis et on a autant de certitudes et autant de convictions. Et là, c'est pas possible. Et c'est possible pour personne. Il y aura autant d'énoncés que de contradictions. Voilà. Donc, je trouve ça fascinant parce que pour moi, là, on est bien plus près de la vérité réelle du déroulement global et général des lois du vivant que quand on est dans nos mondes qui sont déjà des mondes virtuels, hein, qui sont les mondes de nos têtes et de nos représentations mentales, et que ce qui nous traverse est toujours utilisé pour venir soutenir nos théories diverses et variées, mais qui ont déjà été pré-mâchées et prédéfinies. En tout cas, tu le décris, tes textes, les quelques textes que tu publies en ce moment sur Facebook sont, je trouve, magnifiques. Et voilà, retrouver tous les posts de Sophie sur Facebook, sur son profil, justement, c'est vraiment à lire et à partager et à relire. Et c'est vrai qu'il y a cette idée d'humilité. Et il y a aussi, on parlait de ça juste avant de prendre le direct, il y a une notion que j'aime bien, c'est une notion de sobriété. Oui. Qu'on a actuelle. Bon, évidemment, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de frénésie, il n'y a plus rien. On se rend compte qu'on vit avec très peu, avec l'essentiel, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça, c'est un sentiment nouveau quand même. Eh bien, je crois que plus au-delà de la sobriété, le sentiment nouveau, c'est, s'il existe, c'est de sentir de la liberté à l'intérieur de cette sobriété. Mhm. On a une habitude d'identifier la sobriété à une contrainte, à une limitation, à un manque, à une frustration. Et on est nombreux à en découvrir la liberté. Et ça aussi, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur que tu le relèves. C'est un témoignage que j'ai souvent eu dans l'univers carcéral dans lequel j'ai eu à travailler ces dernières années, où nombreux étaient les détenus qui faisaient ce constat, de dire c'est extraordinaire parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a besoin de quasiment rien pour vivre.
et que ça leur conférait la liberté qu'ils avaient perdue à travers leur disposition matérielle. Un peu comme nous, finalement, on fait tous un peu les mêmes constats, même si on pourrait penser que les circonstances sont différentes, elles ne le sont pas tant que ça. Donc oui, en fait, il y a une grande liberté à la sobriété. Il y a une grande liberté à se rendre compte que le besoin est une invention. Le besoin est fictif, le besoin est construit, le besoin est une réflexion, est un empilage, en fait, d'apprentissage plus ou moins culturel, sociologique, etc. Mais ça n'est pas la réalité propre de la vie, quoi, en fait. Et on a plein de besoins imaginaires. Et on est parfois très obsédé par plein de besoins imaginaires. Ah, justement, avant de parler médecine, je reviens un petit peu sur quelque chose qui se dessine aussi dans les textes que tu publies, et cette tentation qu'on a un petit peu de trouver une signification à tout ce qui se passe, alors qu'en fait, euh, le film reste, le film a changé, mais ça reste un film et le décor est en train de changer. Mais on n'avait pas besoin de cette période peut-être pour s'apercevoir de tout cela. Et on a cette tentation à vouloir sans arrêt donner une sorte de signification, d'un message subliminal de l'univers qui nous pousserait à Oui, changer oui. notre façon de vivre. Et je crois qu'on a très peur qu'il n'y ait pas de message en fait. Mais peut-être que c'est celui-là le message. Peut-être que le message, c'est qu'il n'y en a pas. Il y en a Peut-être que pas, le ouais. message, c'est qu'on peut même être libéré de ce besoin-là. On peut jouir de l'existence juste pour le plaisir du fait qu'elle existe, quoi. Et que quand on veut bien se livrer à elle, elle est absolument pleine de jouissance, justement. Elle est absolument pleine d'intensité, de découverte, de curiosité, et que en soi-même, c'est largement suffisant. Ça n'a pas besoin d'avoir un but, un happy end hollywoodien, une leçon de morale, une rectitude, encore une fois, imaginaire. Goûter la vie, je veux dire, c'est toujours, quand on mange un gâteau par gourmandise, on le mange pour le simple goût de l'avoir dans la bouche, quoi. Euh, et cette gratuité nous comble. Voilà, j'ai un peu, moi, personnellement, mon expérience, c'est que la vie, ça s'apparente beaucoup plus à ça qu'à une quête autre. Alors qu'après, une fois qu'on a fait certaines découvertes, on soit amené à être surpris pour en faire d'autres, oui, c'est parce qu'il y a un mouvement qui nous permet de faire des expériences nouvelles, parce que sinon, ça se fige, et du coup, on ne peut plus avoir cette jouissance-là, puisque quand on connaît quelque chose, euh, c'est beaucoup plus figé, on va dire. C'est beaucoup moins vivant. Mais je ne crois pas que la vie ait d'autres projets pour nous que d'être la vie, quoi. Et je ne crois pas qu'on ait d'autres projets pour nous-mêmes que d'être vivants, hein, sincèrement. Mhm. Et à mon sens, c'est amplement suffisant, quoi. C'est déjà énorme, quoi. Ouais, si on veut bien vivre nos vies, on va vraiment se faire plaisir. On va vraiment voilà, faire des expériences magnifiques. Mhm. Alors, j'aimerais te poser une petite question maintenant, un petit peu plus sur la situation médicale, puisque tu es qualifié et que tu as un insight sur un petit peu ce qui se passe. Comment toi, c'est quoi ton regard de médecin et de experte du monde médical actuel sur, j'ai envie de dire, sur un petit peu sur toutes les polémiques qu'il y a sur la gestion, la mauvaise gestion, la bonne gestion, les fake news, enfin, il y a un côté très très polémique en ce moment sur la gestion. J'ai pas envie qu'on rentre dans la politique, etc. Mais sur ta vision un peu de l'état du corps médical et comment tout cela est géré. Est-ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on pourrait faire mieux et de Alors, façon objective, hein. oui, oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, je crois qu'on retrouve à l'état hospitalier, médical et politique exactement, mais exactement, parfaitement exactement, ce qui existe chez chacun. C'est-à-dire qu'on a tous en nous une espèce d'aspiration à vivre à travers ce que certains appellent l'élan du cœur, ce que d'autres appellent l'inspiration, ce que d'autres vont encore appeler la joie. Bref, ce qu'on ressent comme étant vraiment notre note, hein, harmonique et harmonieuse. Et on a tous aussi une espèce de censure
qui est donc constitué de ces structures de pensée, de raisonnement, etc. Et je crois qu'on retrouve dans cet épisode au niveau collectif exactement ce qui existe au niveau individuel, c'est-à-dire que dans l'élan, il y a plein de solutions et d'inventivité. Il y a plein de possibilités et vraiment j'ai le souvenir que dans mon propre exercice on pouvait être extrêmement créatif et on n'avait pas forcément l'obsession de suivre des règles édictées au préalable, au mot à mot en tout cas. Elles sont très importantes parce qu'elles font des bases de connaissances qui nous permettent d'être créatifs par la suite. Et que l'un nourrit l'autre et réciproquement, comme absolument, à mon sens, tout dans l'existence. Donc les deux sont utiles et je crois qu'on retrouve un peu ce qui est énoncé maintenant à l'intérieur comme à l'extérieur comme un conflit, parce qu'on les met en opposition alors qu'elles sont l'une au service de l'autre. Si je le mets de façon plus concrète, ça donne que effectivement les études scientifiques sont des choses qui sont importantes parce qu'elles vont corriger, pour celles qui sont tout à fait honnêtement conduites, et il y en a, elles vont corriger un certain biais humain d'interprétation. Et puis, en même temps, la subjectivité et l'interprétation, c'est ce qui permet la créativité, et c'est ce qui permet de trouver les solutions dans les situations qui ne se sont jamais présentées, pour lesquelles on n'a pas de référence. Et donc, il est vraiment utile que l'un serve l'autre à chaque fois. Ce qui m'amuse un peu, par exemple, c'est qu'on a tous peut-être pas tous, mais moi j'ai vu passer une invention extraordinaire, c'est-à-dire comme il y avait un peu de limitation dans les possibilités d'appareils de respiration artificielle. Vous savez, je ne sais pas si tu as vu ça, les masques Décathlon ont été réutilisés, là, les masques de ski, et puis on a branché des valves et on fait comme ça de la ventilation en pression positive pour aider les gens qui sont en insuffisance ventilatoire. Et ça, je vous assure, il n'y a aucune publication qui valide ça. Il n'y a aucune publication qui dit que ça, c'est mieux que rien. Absolument aucune. C'est de la créativité pure. Il y a eu de l'inspiration, on a essayé, ça a marché, on a continué. Voilà. Pour certains médicaments qui font beaucoup plus polémique, mais parce qu'on est dans un terrain qui est un peu différent, eh bien, ça ne sera pas valable. Et on ne voit pas... Ceux qui vont défendre l'un ne vont pas forcément défendre l'autre. Et on se retrouve en face de toutes nos contradictions parce qu'on n'a pas encore fait ce tri et ce rangement qui est que, à mon sens, l'extraordinaire puissance de compréhension mentale dont on dispose doit être mise au service de la vie, de la créativité, de l'inspiration. En dehors de ça, elle est quelque chose c'est la roue du hamster, elle est quelque chose qui se mange toute seule, qui se sclérose toute seule et qui fait mourir toutes les possibilités. Parce que quand on réfléchit à partir d'éléments qui sont uniquement et toujours déjà connus, on ne fait que du connu. Si on n'a pas l'inspiration, si on n'a pas le centre, si on n'a pas l'ouverture, si on n'a pas l'élan, si on n'a pas le nouveau et si on ne fait pas confiance dans les possibilités qui émanent de ces endroits-là, eh ben on ne crée jamais rien de nouveau, en fait. Et on ne fait jamais que revivre ce qu'on a déjà vécu. Et c'est un petit peu la discussion qu'on avait un petit peu auparavant. Comment on fait un peu le tri dans ce lot d'informations permanence? Tout le monde est devenu un pseudo-expert médical. Il y a des masques, il n'y a pas assez de masques. Il y a la chloroquine, il n'y a pas la chloroquine. Il y a des lobbies, il y a de l'argent, il y a du profit, etc. Tout le monde a un avis. On est submergé par de l'info plus ou moins vérifiée. Comment on prend de la distance sur ça? Et surtout ton regard, toi, en tant que professionnel là-dessus, qui est au courant de ce qui se passe, qui est au courant de la façon dont le système médical fonctionne vraiment. Oui. Alors en fait, mon regard, il est mixte parce que maintenant, il ne peut plus être uniquement sur une chapelle et pas sur une autre. Et ce que j'observe, c'est que, encore et toujours, de son point de vue, chacun aura raison, à chaque fois. Et c'est une peine perdue absolue d'imaginer qu'il y en ait un qui puisse emporter le morceau à partir du moment où on considère que c'est ce qu'il y a à faire. Personne n'aura jamais raison et personne ne va jamais convaincre celui qui n'a pas envie de l'être. Ça n'est pas possible. Parce que, justement, la conscience est faite pour qu'on fasse des expériences différentes. Donc, c'est presque dans sa définition même
qu'on va retrouver l'altérité. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir à quel point on a encore l'habitude de considérer que l'altérité se met forcément en concurrence ou en opposition, et non pas juste comme telle, c'est-à-dire autre chose, une autre vision, un autre point de vue, une autre fenêtre, une autre perception, un autre argumentaire. Voilà. Tout le monde, quelle que soit la vie, tout le monde aura toujours raison depuis son point de vue, et il y aura toujours autant de vérité qu'il y a de personnes. Il y a de filtres. Et qu'il y a de filtres, exactement. Mmh. Donc, voilà, après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour avoir un argumentaire qui est solide, qui sont plus ou moins pédagogues aussi pour les exposer, qui sont plus ou moins honnêtes pour avoir compris que l'intérêt de tous était dans la transparence de l'ensemble des ressentis, et non pas que dans la sélection du raisonnement, etc. Mais on ne pourra pas conclure, c'est impossible en fait. Ce qui est drôle, c'est justement comment est-ce qu'on vit dans un monde où on ne peut pas conclure. Et c'est vraiment ça que ça nous offre pour moi. Ouais, et je rebondis là-dessus parce que ça rejoint la question de l'hyperconnexion qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'en même temps, on parle d'opportunités pour se recentrer et pour se détacher un petit peu de nos habitudes et de notre course mentale et de notre consommation. Et en même temps, on n'a jamais été autant connecté, autant abreuvé d'informations du matin au soir. Il y a vraiment une coupure à faire, un tri à faire là-dessus pour justement pour pas être complètement enseveli par une abondance d'informations, quoi. Mais ça aussi, c'est intéressant. D'où vient cette compulsion à se nourrir d'un certain nombre de ce qu'on appelle d'informations, mais dont on sait tous que ça n'en est pas forcément, hein. On va dire plutôt d'avis, en fait, de prise de position et d'avis. D'où vient cette compulsion à se nourrir de ça et de s'abreuver de ça et se laisser submerger par ça, en fait. Pourquoi ? Pour moi, c'est parce qu'on adore jouer avec notre tête. On adore qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y ait des controverses. On adore changer d'avis. Ça nous fait des expériences, ça nous fait des émotions, ça nous fait des sensations, ça nous fait des découvertes. Et on adore absolument ça. Là où ça pose problème, et il n'y a rien de mal à ça, à mon sens. Là où ça pose problème, à mon sens, c'est quand on commence à ou se le reprocher à soi-même ou se le reprocher à l'autre, et donc, encore une fois, rentrer dans un système un peu absolument inutile et stérile et douloureux, surtout, de conflit et de concurrence, quoi. Oui, enfin, en fait, quand même, on conseille à tout le monde un petit peu de prendre un peu de recul par rapport par rapport aux médias, par rapport à l'information et passer plus de temps à l'intérieur. Je voudrais qu'on parle un petit peu parce qu'on en a. Donc, je vais juste te couper, c'est que vas-y. Ce que je veux dire, c'est que passer du temps à l'intérieur, c'est aussi observer combien on adore ça. C'est aussi regarder son comportement justement sans aucun parti pris, le laisser aller pour s'observer avec justement une espèce de neutralité scientifique et se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je vais aimer être comme ça, comme une boule de flipper, changer d'avis toutes les 5 minutes? Qu'est-ce que ça nourrit chez moi et pourquoi ça m'intéresse? Et à mon sens, c'est même très très important et très essentiel de le faire parce que c'est comme ça qu'on vit la plupart du temps. C'est pas une question de confinement, c'est pas une question de Covid. Le reste du temps, on fait pareil avec la télé, on fait pareil avec nos voisins, on fait pareil à l'hôpital, avec nos collègues, on fait pareil tout le temps. Et cette compulsion-là, cette addiction-là à nos pensées, à nos controverses intérieures, elle est permanente. Et effectivement, je ne vois pas du tout justement d'opposition, au contraire, à aller descendre à l'intérieur pour regarder à quel point on adore vivre cette projection sur l'extérieur et ce qu'on y trouve. Mais il y a aussi une excitation, je trouve, une excitation, une envie de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que va y avoir d'avoir plus d'infos? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, on n'est pas dans la routine, on est dans une situation extraordinaire et on a envie que ce soit encore plus extraordinaire. Oui. Et donc il y a ce besoin intérieur de tout de suite savoir ce qui va se passer. Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que il y a quelques jours, il y avait un feu à Tchernobyl et on s'est dit ça vient se rajouter sur en plus le coronavirus, c'est la fin du monde. Donc il y a un désir comme ça d'excitation et justement c'est intéressant d'aller voir en soi ce que ça appelle ce désir profond d'une apocalypse possible. Oui, c'est vrai, tout à fait.
On parle un petit peu de médecine. On s'était donc vu à Lyon. On avait fait une conférence avec Emmanuel Sony de Seigne et Sony de Seigne, pardon, et le docteur Manan Sony sur l'importance des médecines ancestrales. Euh, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je sais, avec ton évolution personnelle. C'est comment aujourd'hui avoir une approche qui permet sans pour autant jeter la médecine traditionnelle et moderne de notre monde occidental, mais comment intégrer une approche justement apportée par les médecines ancestrales, une approche, je dirais, plus holistique qui prend en compte tous les aspects de l'être humain, que ce soit émotionnel, énergétique, physique en même temps. Et ça, je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Oui, immensément. Et alors, la période qu'on est en train de traverser lui donne, à mon sens, vraiment tout le temps. En fait, mon expérience de maladie, comme mon expérience de soins, elle est arrivée à un constat qui a été au départ extrêmement perturbant et accablant, je dois dire. C'est à quel point on peut avoir fait 10, voire 15 ans d'études et ne pas se connaître. C'est à quel point on peut savoir comment fonctionne une cellule et ne pas savoir ce qu'est un être humain. Et c'est à quel point le parti pris très matérialiste de notre médecine ignore en fait peut-être ce qui est devenu pour moi la dimension la plus réelle et la plus importante de ce que nous sommes. Et j'ai trouvé que, je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, mais en m'y intéressant, j'ai trouvé que dans les médecines traditionnelles, il y avait cette dimension-là était beaucoup mieux prise en compte, qu'il y avait des données, il y avait de la connaissance, il y avait vraiment des choses extrêmement sérieuses qui sont testées de façon empirique, mais depuis des millénaires. Donc c'est aussi une vraie science, une vraie voie de savoir. Et qu'il y a une espèce de fantasme comme ça chez moi, que la précision des uns et des autres pourrait se réunir pour avoir un système de soins qui soit réaliste en fait. C'est pas du tout une question de performance, c'est une question de réalisme. Parce que quand on ne travaille et qu'on essaye de ne corriger que les imperfections ou les dysfonctionnements, les déséquilibres de nos corps physiques, on ne fait finalement que mettre un pansement sur une jambe de bois. Et c'est vraiment, alors là, ce que me permet d'affirmer mon expérience, en tout cas pour moi, mais je crois que c'est quand même relativement universel, c'est qu'on a une ignorance profonde et dommageable de l'interaction, de l'interrelation des différentes sphères d'expérience que nous sommes, de l'interrelation entre le monde physique, le monde émotionnel, le monde mental, le monde de l'esprit, c'est-à-dire de l'inspiration au sens presque propre et littéral. Et on a énormément à gagner en équilibre, en harmonie, mais même social en fait, c'est pas individuel, c'est quelque chose qui, à mon sens, va peut profondément bouleverser justement les déséquilibres et les disharmonies qui nous tiennent à cœur, si on arrive à faire preuve un peu encore là à la fois de courage, parce que c'est pas facile de dire dans le monde de la médecine à l'heure actuelle, vous savez, le monde de l'esprit est peut-être plus puissant que le monde de la matière. Honnêtement, il faut quand même aller poser sa conviction. Hein. Donc il faut faire à la fois preuve de courage et puis en même temps, il faut apprendre les différentes langues pour arriver à trouver des concordances et à faire en sorte que ça puisse être cohérent, en fait, que le résultat à l'arrivée soit cohérent. Mais on a énormément à gagner, à s'autoriser enfin ce petit pas, ce petit bond en avant, là, et à ne pas rester un peu sur nos orgueils, pour les uns comme pour les autres, hein, parce que je tiens à dire que j'ai rencontré, il me semble, autant d'orgueil dans les mondes spirituels que dans les mondes scientifiques ou médicaux. Hein. Je n'ai pas vu de différence. Hein. Chacun s'octroie oui, je te confirme. Qui est plus ou moins réaliste et surtout pas intéressant, mais bref. Donc, ça marche pour les deux sens. Mais oui, c'est un grand Et tu disais dans le début de ta réponse, tu disais que tu penses que cette période est justement encore plus propice à tout cela. Tu veux développer là-dessus? À cette réunion, tu veux dire? Ouais, à cette réunion, à cette évolution. Euh, Est-ce que tu crois que
D'abord, est-ce que tu crois qu'il y a, il y a une évolution, est-ce qu'il y a un changement qu'on peut constater concrètement dans cette réunion des diverses formes de médecine? Quelque chose de concret? Est-ce qu'il y a des changements qu'on peut vraiment palper? Et est-ce que cette période pourrait accélérer un petit peu cette émergence? En fait, c'est comme un catalyseur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a tous déjà observé. Dans le monde médical, même traditionnel, j'ai énormément de confrères, de collègues, quelle que soit leur fonction, hein, d'ailleurs, qui ont beaucoup d'intérêt sur une autre façon de pratiquer. Et là, je trouve que c'est un peu comme pour le reste, c'est-à-dire que d'être dans un flou absolument total sur ce qu'on va être et ce qu'on va devenir et comment on va pouvoir vivre en fait, hein, comment on va pouvoir exister à travers la société une fois qu'on va sortir de chez nous. C'est très propice parce que ça ne nous donne pas de directive. Encore une fois, ça laisse vraiment beaucoup de place à la créativité. Et la créativité, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ici. Pardon, on ne voit pas, mais qui vient d'ici, qui vient de cet élan de l'inspiration, du cœur, d'une dimension qui n'est pas quelque chose d'appris, qui n'est pas quelque chose de su et qui n'est pas quelque chose de recraché. Donc, et ça, en médecine, comme dans tous les autres domaines. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment un catalyseur. Et puis, vraiment, de façon macroscopique, on le voit bien aussi dans ce qui se passe dans les hôpitaux. Encore une fois, on va reprendre ces deux exemples-là. Certains traitements sont des créativités pures. Et les comportements des gens aussi le traduisent. C'est-à-dire que, je veux dire que vraiment... quand on a des concitoyens qui amènent à manger aux équipes hospitalières, quand on a la police qui vient applaudir les médecins, quand on a, et la réciproque est vraie, quand on a tous ces élans constatés, ça n'est pas quelque chose d'appris. On ne nous a pas dit, dans telle situation, il faudra faire comme ça et c'est comme ça que ce sera bien. Ça n'est pas quelque chose de moral, ça n'est pas quelque chose de pensé, de prémédité. C'est une inspiration. C'est une inspiration et on est en train d'apprendre à respecter l'inspiration parce qu'on voit que ce que ça donne, c'est beau, c'est joli, c'est plaisant, c'est agréable, c'est détendant, c'est confortant. Voilà, donc toutes les médecines traditionnelles sont beaucoup plus emplies d'inspiration que notre médecine occidentale qui est plutôt la concrétisation de la réglementation. Sophie, je vais te reciter. Tu as été l'une des premières à dire nous ne sommes pas en guerre. Ça a été repris un petit peu partout. Ça faisait suite au discours du président. Et tu as développé ça et on a même posté ton post, on a partagé ton post sur le fait que nous ne sommes pas en guerre, mais que nous sommes faits pour vivre en paix et que nous sommes, notre âme et notre cœur sommes déjà en paix. Mmh. C'est ce qu'on est profondément. C'est pas une porte ouverte spirituelle. C'est que quand on reprend le fil de la pensée, en tout cas mon expérience à moi, mes explorations du fond de mon lit qui ont duré un certain temps, m'ont amené à cette expérimentation que quand on remonte la pensée, quand on l'investigue comme un inspecteur regarde son enchaînement, on arrive toujours sur la paix. On arrive toujours sur l'amour, on arrive toujours sur la contribution et sur la bienveillance. Toujours. Et mon expérience carcérale, qui a donc rencontré des gens qui étaient plus ou moins extérieurement pas du tout en paix, me l'a confirmé. C'est-à-dire que les états de non-paix sont des constructions qu'on alimente avec un système émotionnel, un système mental, un système imaginaire, un système parallèle. Mais c'est une construction, comme on construit des tableaux de jeux vidéo et qu'on s'amuse à traverser les difficultés qu'ils nous proposent. Mais la réalité, en tout cas ma réalité, mon exploration m'amène vraiment à le vivre et à le conclure et à le voir chez l'autre que en dessous de cette construction, il n'y a que ça. Il n'y a que ce qu'on vient de citer. Donc, et c'est pareil, je te coupe une seconde, et c'est pareil pour la peur. Ben en fait, la peur, c'est juste l'outil qu'on utilise pour faire des constructions. Pour faire c'est des projections. Voilà, exactement. C'est l'outil, c'est la sensation qui est utilisée pour générer en fait ces tableaux. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Donc, on peut toujours choisir. En fait, c'est bien que tu dises ce mot-là parce que c'est tout à fait juste. On peut toujours choisir de le vivre sur ce versant-là ou sur un autre versant. Alors, on peut décider qu'un virus est un ennemi et qu'il faut le combattre. On peut même décider que la vie est un ennemi et qu'il faut la combattre parce qu'au bout, il y a la mort et que ça, c'est absolument insupportable. Et donc, on va combattre notre droit à la vie en permanence, à chaque seconde et à chaque souffle. On peut toujours le prendre comme ça. Et puis, on peut aussi faire le choix exactement inverse pour revenir au début de notre échange et considérer que même les situations les plus exigeantes, les plus douloureuses, les plus souffrantes, en fait, sont servies depuis une base qui est, pardon si c'est choquant, mais c'est ma vérité et ma réalité, qui est une base aimante, en fait, pour nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être et de comment nous pouvons vivre. Voilà. Et même le virus fait partie de ça. Même le virus fait partie de ça. Rien n'échappe à ça, en fait. Et comme rien n'échappe au fait qu'on pourra le prendre sur un versant ou sur l'autre. On est libre, c'est notre liberté. On peut jouer le jeu qu'on veut. Voilà, on peut considérer que ce qui est difficile est à notre service, ou on peut considérer que ce qui est difficile est à éradiquer. Voilà. Dans mon expérience, il y a beaucoup plus de confort dans la première solution que dans la seconde. Donc, c'est ce que je fais. Tu as choisi. Oui, j'ai choisi. Sophie, c'est quoi les 2-3 choses que tu fais le plus en ce moment? Alors, je médite, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je lis et puis j'écris. J'écris pas mal et ça c'est assez plaisant. Et puis aussi, alors ça va en faire 4, mais je passe du temps beaucoup avec mes enfants et avec mon mari et c'est super chouette. Voilà, c'est vrai qu'on se redécouvre aussi et on a une obligation d'être ensemble qui est formidable parce que forcément on apprend presque à se connaître sous ce jour-là, quoi. Donc voilà, je fais ces 3-4 choses-là essentiellement. Ok. On va bientôt conclure. Je voulais juste Je sais qu'on a envie de rester dans le présent, mais on a aussi envie d'amener. Tu vois comment un petit peu la sortie de tout ça, la vie d'après, comme on dit. C'est juste une continuité. Je peux pas le voir en fait, je le vois pas, je le vis pas et je ne peux pas le voir. Ce que je crois savoir, c'est que ça dépendra pour beaucoup du choix dont on vient de parler. Est-ce qu'on le vit sur le premier versant ou est-ce qu'on le vit sur le second versant? Et que notre monde, il va ressembler au choix qu'on va faire. Et c'est véritablement, et j'ai vraiment envie de le dire là, valable pour tout. Pour vraiment les désaccords qu'on a sur les gestions de la crise, pour les jugements qu'on a sur ceux qui sont actuellement en train d'essayer de se dépatouiller de leurs problématiques personnelles, d'économie, d'électorat, de santé publique, moi je voudrais pour rien au monde être à leur place. C'est valable aussi pour ceux qui sont très régulièrement et très facilement invectivés et désignés comme étant les responsables de tous nos maux. Moi, j'ai vraiment envie de revenir à ce point-là. Le responsable, pour moi, le responsable de mon expérience, c'est ce choix. Est-ce que je choisis de me laisser traverser par les événements avec ce regard de paix et cette idée, qui n'est pas qu'une idée, que c'est mis à mon service, ou est-ce que je rentre en lutte contre? Voilà. Pour moi, la réalité, elle dépend uniquement de ça. Mhm. C'est une belle conclusion. Je regarde un petit peu si les commentaires et on va saluer tous ceux qui sont là. Je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a du monde. Se retrouver face à soi-même et nu parce qu'on fait peut-être l'erreur de se juger en permanence, nous dit Gaël. Ouais. 7 milliards de points de vue, nous dit Muriel. Être à l'écoute de son soi profond, Christelle. Merci à tous d'avoir laissé des commentaires. La vidéo va rester en replay sur la page et puis elle sera aussi sur notre chaîne YouTube. On va vous donner l'adresse de notre chaîne YouTube rapidement.
Je voudrais remercier Denis Fabien Corlin qui s'occupe de la réalisation Merci. parfaitement bien. Merci Denis Fabien. Et merci à Euh, et puis Sophie, merci à toi. Merci de ce message de paix, en fait, tout vous. simplement. Ouais. Et c'est ça qu'on a envie de retenir. C'est quand on remonte tout là-haut, il n'y a plus que ça qui reste. Il n'y a plus que ça qui reste. Vraiment, il n'y a plus que ça qui reste. Oui. Merci Alain, merci beaucoup pour Merci Sophie, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Bonne Merci. soirée à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous encore un petit peu et puis suivez le programme, il y a d'autres rencontres qui arrivent. Merci, bonne soirée.